Vendredi marxiste sur le thème « Ils conduisent l'humanité à la ruine et à la barbarie, qui les bloquera ?» Et je laisse Daniel commencer. Mes camarades, en préparant ce vendredi marxiste, je me suis rendu compte que ça fait le 4e vendredi marxiste de suite dont l'intitulé est une question. Le 22 novembre, on avait convoqué un vendredi marxiste dont le thème était « Où va l'humanité ? Ou bien le trumpisme fascisant, ou bien le socialisme ». Le 13 décembre, le vendredi marxiste est intitulé « Où va la France ?», avec toute une série de questions posées sur l'actualité. Le 24 janvier, il y a eu deux invitations successives. L'une posait comme question « Où va l'humanité ?» après l'investiture de Trump, et l'autre, plus directement centrée sur Trump lui-même, posait la question « Jusqu'où ira-t-il ?» Et donc je me rends compte que, sans que ce soit délibéré, nous avons intitulé pour la 4e fois ce vendredi marxiste sous la forme d'une question que Camille vient de rappeler, qui les bloquera. Alors, il faut croire qu'on est dans une période politique qui pose beaucoup de questions et que chaque fois qu'on croit avoir répondu à quelques-unes, d'autres surgissent. On va donc essayer de répondre ce soir aux questions qu'on s'est posées à nous-mêmes. Mais avant de commencer directement dans le vif du sujet, comme les événements vont très vite, le camarade Dominique va nous faire un tout petit résumé des principaux événements des derniers 5 jours, la dernière semaine, pour les camarades à qui ils auraient échappé ou qui éventuellement les auraient oubliés. Oui, camarades, visiblement, nous ne sommes pas les seuls à connaître nos classiques, puisque si on en croit le journal Le Monde, il y a quelques jours, au sommet sur la sécurité qui s'est tenu à Munich, le président finlandais aurait cité cette phrase attribuée à Lénine: « Il y a des décennies où il ne se passe rien, et il y a des semaines où des décennies se produisent. » Alors en effet, les événements s'accélèrent, et voici quelques faits qui se sont produits depuis 8 jours pour nous rafraîchir la mémoire. Le 13 février, au sommet de l'OTAN, le ministre de la Défense de Trump déclare, je cite, « Les dures réalités stratégiques empêchent les États-Unis d'être le principal garant de la sécurité en Europe. Il faut s'attendre à une réduction des forces américaines dans la région. Nous sommes confrontés à un concurrent de même niveau, la Chine communiste. » Ce qui éclaire d'une certaine façon le coup de fil que Trump a passé pendant 1h30 la veille à Poutine et l'annonce qui a suivi de négociations bilatérales entre les États-Unis et la Russie, excluant l'Ukraine et les puissances européennes. Des négociations qui sont d'abord dictées, comme d'ailleurs toute la politique de Trump, par les intérêts immédiats des capitalistes des États-Unis. Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, donc le ministre de la Défense de Trump, a déclaré à ce sujet, je cite, « Il faut que les États-Unis profitent de l'incroyable opportunité de s'associer aux Russes sur le plan géopolitique et sur le plan économique. » Et le chef de la délégation russe pour les affaires économiques lui a répondu en lui tendant la perche, donc un certain Kirill Dmitriev, je cite, « Les entreprises américaines ont perdu plus de 300 milliards de dollars après avoir quitté le marché russe. » Sous-entendu, il faut vite qu'elles reviennent pour refaire des juteuses affaires. Et l'Ukraine. Trump déclare d'abord que les États-Unis continueront d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine en échange du contrôle de son sous-sol, et en particulier de la moitié de ses terres rares. Et Trump ajoute « Si nous ne faisions pas cela, Poutine dirait qu'il a gagné ». Mais au même moment où Trump dit ça, à Kiev, le secrétaire d'État américain au Trésor, donc le ministre des Finances de Trump, présente à Zelensky un projet d'accord dont le journal capitaliste Les Échos résume le contenu « Pile je gagne, face tu perds ». Le quotidien britannique Telegraph qualifie ce plan américain de pire que le traité de Versailles imposé à l'Allemagne en 1919. Dans ce plan, d'après la presse britannique, les États-Unis s'accordent 50% des revenus de l'extraction des ressources du sous-sol de l'Ukraine, mais aussi un contrôle américain sur les ports, les infrastructures, les aéroports, le pétrole, le gaz. Ce plan propose la constitution d'un fonds d'investissement commun
États-Unis-Ukraine pour garantir, je cite, que les parties hostiles au conflit ne bénéficient pas de la reconstruction de l'Ukraine. Voyant qu'il n'obtiendra rien en échange de ce plan, Zelensky fait volte-face et le rejette. Furieux, Trump lui répond, le qualifiant, je cite, de petit dictateur sans élection. Et les Européens ? Le 14 février s'est ouvert à Munich, comme vous le savez peut-être, en Allemagne, un sommet sur la sécurité. Le vice-président des États-Unis, Vance, a lancé aux représentants des bourgeoisies françaises, allemandes, anglaises et autres, je cite, « Il y a un nouveau shérif en ville ». À quelques jours des élections en Allemagne, qui ont lieu dimanche, Vance refuse de rencontrer le chancelier, le Premier ministre social-démocrate Scholz, affirmant qu'il ne sera pas chancelier encore longtemps. Et comme Musk avant lui, il tresse des lauriers au parti nazi AfD. Au lendemain de ce sommet, l'administration américaine envoie à tous les gouvernements européens une liste de 6 questions, dont celle-ci. Je cite, « Si des forces militaires d'un pays tiers devaient être déployées en Ukraine dans le cadre d'un accord de paix, quelle serait, selon vous, la taille nécessaire d'une telle force dirigée par l'Europe ? Comment et où ces forces seraient-elles déployées et pour combien de temps ?» Quelques jours plus tard, c'est-à-dire hier, le 20 février, Macron lui répond, je cite, « Ce qu'on envisage, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée. » Des médias britanniques, confirmés d'ailleurs quasi officiellement par la France et la Grande-Bretagne, indiquent que ces deux pays travaillent à la création d'une force européenne en Ukraine composée de 30 000 militaires, notamment français et britanniques. Quant aux exigences que Trump a formulées, que les pays de l'OTAN doivent augmenter tous leurs dépenses militaires à hauteur de 5% du produit intérieur brut, au sujet de quoi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dans la réunion du 13 février, a déclaré « Nous devons savoir où trouver de l'argent » et il ajoute, par exemple, « faire des économies sur d'autres postes budgétaires, tout cela est douloureux ». Donc, quant à cette exigence, eh bien, en cascade, les gouvernements polonais, danois, allemands annoncent les uns après les autres une augmentation immédiate et brutale de leurs dépenses militaires. Le 17 février, dans le mini-sommet que Macron a convoqué à l'Élysée, en présence de la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, il est décidé, comme vous l'avez évidemment lu dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, que la fameuse règle des critères de Maastricht qui, depuis 30 ans, sert à justifier toutes les réductions de coûts, ne s'appliqueront pas aux dépenses militaires. Et là encore, Macron, hier, déclare, le 20 février, « Je ne sais pas si 5% c'est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas, il va falloir monter. » France Info décrypte, je cite, « Emmanuel Macron envisage d'augmenter les dépenses militaires de la France de 2,1% à 5% du PIB, ce qui signifierait, comme nous l'avons expliqué dans la Tribune des Travailleurs il y a 15 jours, passer de 50 milliards d'euros de dépenses militaires annuelles, comme c'est le cas cette année dans le budget, à 150 milliards, c'est-à-dire pas seulement trouver 32 milliards à couper partout comme le fait Bayrou, mais trouver encore 100 milliards supplémentaires à piller dans le budget des services publics, de la sécurité sociale, des retraites, etc. Bien, camarade, Dominique a évoqué quelques-uns des événements les plus récents. Dans la seule journée d'hier, on mettra en rapport ce qu'il vient de citer, les 5% du PIB auxquels devraient atteindre les dépenses de défense, donc 150 milliards pillés dans le budget, et le même jour, le fameux rapport attendu de la Cour des comptes, qui dit que certes, nos régimes de retraite ne sont pas tout de suite en déficit, mais ils vont l'être de manière épouvantable dans les prochaines années, et que par conséquent, il va falloir procéder à des réformes considérables des retraites. Et le ministre des Comptes publics a dit qu'il fallait que d'abord que les retraités vivaient de manière trop luxueuse, il fallait prélever sur leurs revenus. Ensuite, qu'il fallait retarder l'âge de départ en retraite, procéder à toute une série d'autres réformes. Si on met les deux informations en rapport l'une avec l'autre, c'est-à-dire la remise en cause des régimes de retraite d'une part et l'augmentation vertigineuse des dépenses militaires de l'autre, alors on est bien obligé de dire que la question qui est posée n'est pas la guerre en soi, mais qu'il y a un rapport entre les menaces de guerre à l'extérieur avec cette force d'interposition
anglaise et le budget militaire en expansion, et la guerre à l'intérieur contre les régimes de retraite, contre les travailleurs. La question n'est donc pas la guerre abstraitement, mais la guerre de classe, et c'est d'une guerre de classe qu'il nous faut parler ici. Macron, dans l'intervention, l'une des interventions qu'il a faites hier, a donc utilisé cette formule incroyable selon laquelle la France et l'Europe sont confrontées à une menace existentielle russe. Même pas une menace de Poutine, une menace existentielle russe. Et Bayrou, qui n'était pas en reste, à lui, d'abord Macron a précisé la chose suivante. Le retour du service militaire obligatoire va être... C'est compliqué à mettre en place parce que c'est une charge énorme pour nos armées. Mais enfin, il va falloir inventer quelque chose qui fasse consensus pour être plus résistant à la menace. Donc je le dis pour les camarades les plus jeunes ici, il n'y aura pas de service militaire obligatoire, mais il y aura quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, un service national universel fortement recommandé, ou je ne sais quoi, en tout cas, il y a une volonté de militariser la jeunesse. Je note que, à propos de la menace existentielle russe, ce que Macron oublie de dire, c'est que la France est devenue, il y a quelques jours, le plus gros importateur européen de gaz naturel liquéfié russe. C'est-à-dire que la menace existentielle russe ne vaut pas pour le commerce du gaz. Et pendant la guerre, les affaires continuent. On prépare les jeunes à rentrer dans un champ de bataille, mais les capitalistes français, main dans la main avec les oligarques russes, trafiquent le gaz et d'autres ressources naturelles diverses. Alors, à cela, nous devons répondre clairement. D'abord que le peuple russe n'est pas l'ennemi du peuple français, que le peuple français n'est pas l'ennemi du peuple russe. Nous devons dire clairement que oui, il y a un risque de guerre, mais que quand Bayrou, parce que Bayrou a une expression incroyable, il a dit « Vous rendez-vous compte, il se pourrait que la guerre se rapproche de nos frontières. » Enfin, la guerre, elle est déjà en Europe. Et depuis de nombreuses années. La guerre, elle est en République démocratique du Congo. 5-6 millions de morts, fomentés très largement par les multinationales occidentales, françaises entre autres. La guerre, elle est en Palestine. La guerre, elle est au Soudan. Donc d'un seul coup, ce politicien bourgeois qui essaye de nous faire peur, Bayrou dit « Attention, la guerre approche, la guerre est là ». La vraie question, c'est que si d'aventure ces gens-là nous entraînaient dans une guerre généralisée, et le risque existe, s'ils nous entraînaient dans une guerre généralisée, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, nous avons le devoir de dire aux travailleurs et aux jeunes que d'aucune manière il ne s'agirait d'une guerre ni pour la démocratie, ni pour la souveraineté des peuples, ni pour la liberté, comme on essaye de nous le faire croire. C'est une guerre à travers laquelle les différentes classes capitalistes chercheront à déterminer quelle part chacune doit occuper sur le marché mondial. C'est une guerre pour leurs intérêts d'exploiteurs et de profiteurs. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Nous devons en être conscients. Si, le même jour, on nous dit d'un côté une guerre menace qui va remettre en cause tout l'ordre mondial constitué en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale, et on nous dit en même temps les régimes de retraite arrachés en 1945 par le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière, la sécurité sociale, elle aussi, devrait voler en éclats. Nous avons le devoir de dire que les travailleurs du monde ont un seul et même ennemi, la classe capitaliste, et par conséquent, pour chaque classe ouvrière, l'ennemi est d'abord dans son propre pays, son propre gouvernement, sa propre bourgeoisie. Notre drapeau est celui de l'Internationale ouvrière. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans le
l'élan de chauvinisme patriotique qui est en train d'être développé. Vous avez vu que tous les partis politiques ont été reçus par Macron solennellement hier pendant 4 heures. Et Macron a donné une consigne, il ne fallait pas révéler ce qui s'est discuté. Vous remarquerez que tous les partis ont respecté la consigne. Aucun n'a dit, voilà ce qu'on a... Et tous ont dit, non, il y a des menaces pour la sécurité, des menaces pour la liberté. On a même entendu le chef de la France Insoumise dire, il y a quelque chose de positif, c'est que Macron s'est prononcé pour le non-alignement. Comme l'a rappelé le camarade Dominique à l'instant, le non-alignement de Macron consiste à faire le samedi ce que Trump lui a dicté le vendredi et aller le lundi à Washington pour rendre compte à son maître des décisions qu'il a prises. Dans le genre non aligné, on a quand même déjà vu mieux. Il est clair qu'il va s'exercer dans ce pays, dans les prochains jours, les prochaines semaines, une pression considérable sur la population. On va nous inviter à défendre la patrie contre la menace russe. On va nous inviter à défendre les libertés contre les totalitarismes, de préférence à Moscou. Il nous revient d'expliquer que jamais aussi nettement et aussi ouvertement la situation internationale ne s'est illustrée à ce point dans son caractère de classe. Léon Trotsky, dans un article qu'il a écrit quelques mois avant d'être assassiné, avait à propos d'une toute autre situation, c'est-à-dire la confrontation entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique stalinienne. Il avait utilisé la formule à propos de Staline et Hitler, il avait dit « ce sont 2 étoiles jumelles ». Il voulait dire par là que la base sociale du nazisme et la base sociale du stalinisme étaient bien sûr différentes. Que la base sociale du stalinisme, c'était le fait que la bureaucratie avait usurpé le drapeau d'octobre 1917, parasitait les rapports sociaux issus de la Révolution, tandis que la base sociale du nazisme, c'était le sauvetage de la classe capitaliste. Néanmoins, Trotsky montrait de manière très convaincante, vous pouvez lire ce texte, il date de septembre 1939, à quel point les 2 régimes totalitaires se copiaient mutuellement, y compris dans leurs symboles, dans leurs rites, dans leur rapport entre le chef, le parti, le peuple, etc., etc. Nous sommes dans une toute autre situation. Mais l'image des 2 étoiles jumelles dans le face-à-face Trump-Poutine, il est difficile de ne pas l'évoquer. Les 2 représentent l'un, la classe, la bourgeoisie américaine, qui s'est forgée à travers les siècles dans une position dominante au plan économique. L'autre représente une caste oligarchique qui s'est constituée grâce au pillage de ce qui était naguère la propriété sociale, qu'ils se sont appropriés. Il y a dans les 2 cas des phénomènes de mafia évidentes, de gangstérisme, de pourriture à tout point de vue. Il y a dans les 2 cas un mélange terrible entre l'appareil, disons, d'État, l'appareil répressif, l'appareil bureaucratico-militaire et les intérêts privés des milliardaires qui entourent les chefs d'État. C'est un capitalisme de plus en plus mafieux, parasitaire, qui ne s'embarrasse d'aucune règle. Poutine fait éliminer ses opposants. Trump fait éliminer, non pas physiquement, mais de leur emploi, des centaines de milliers de fonctionnaires, éradique les lois, les règlements, les décrets, etc., prétend chasser 11 millions de travailleurs migrants prétendument illégaux des États-Unis. L'un représente la puissance économique la plus considérable du monde, l'autre représente une oligarchie à la fois très riche, mais arrivée tardivement sur le marché mondial, qui a du mal à se faire une place au soleil, c'est vrai, mais ils ont en commun que l'un et l'autre sont guidés par la nécessité d'écraser la classe ouvrière dans leurs pays respectifs pour asseoir la domination capitaliste. Alors, camarades, le thème de ce vendredi marxiste, il est indiqué ici, qui les bloquera. C'est une phrase courte qui les bloquera, mais en fait, elle pose 3 questions. Qui c'est les? Est-ce qu'on peut les bloquer? Et qui le fera? Les,
tous les gouvernements fauteurs de guerre. Bien sûr, Trump et Poutine en tête, mais tous les gouvernements fauteurs de guerre. Tous en lutte pour la conquête des marchés ou pour essayer de préserver leur petite place au soleil. Il est évident, par exemple, que les bourgeoisies d'Europe ont beaucoup de mal à essayer de préserver leur position. Mais ils essayent néanmoins. Tous expriment une loi qu'on a déjà évoquée dans les vendredis marxistes précédents. J'invite les camarades à s'y reporter s'ils veulent en savoir davantage. À savoir que le système capitaliste, rentré dans sa phase impérialiste, dans sa phase de déclin impérialiste, pour défendre le régime fondé sur la propriété privée des moyens de production, ne peut le faire qu'au prix de la destruction en masse des forces productives, ne peut le faire qu'au prix de la guerre à outrance, au prix de la marche à la barbarie. Et ces gouvernements sont fauteurs de guerre parce que ce sont des gouvernements capitalistes impérialistes. Ils ne sont pas fauteurs de guerre parce qu'ils ont un goût particulier pour la guerre. Ils sont fauteurs de guerre parce que c'est le seul moyen, au bout du compte, de trancher leur conflit d'intérêts, de trancher qui va contrôler quoi. Et par conséquent, la question qui est posée aux travailleurs, la question qui nous est posée à nous, militants révolutionnaires de la 4e internationale, ce n'est pas défendre la paix contre la guerre. Ça, c'est une abstraction. Tout le monde est pour la paix. Par exemple, Trump, il est pour... les Romains parlaient de la Pax Romana, Trump, il est pour la Pax Americana. C'est-à-dire qu'il est pour la paix à ses conditions. Il est pour la paix où tous les marchés reviennent au capitalisme américain. Il est pour la paix où il domine le monde. Il est pour la paix qui, à un moment donné, se transformera en guerre contre la Chine. Mais à ce prix-là, il est pour la paix. Netanyahou est pour la paix. Il est pour la paix de Gaza transformé en cimetière, de l'expulsion de plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza et aussi de plus en plus des Palestiniens de Cisjordanie, moyennant quoi il considère que ça va être la paix. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il ? Trump est pour cette paix-là aussi. Hein, il y contribue très largement. Trump, il est pour la paix dès lors qu'on a chassé 11 millions de migrants. Comme ça, les bons Américains de souche seront, pourront vivre tranquillement. Tous, d'une manière ou d'une autre, sont pour leur paix, la paix d'un capitalisme destructeur des forces productives, la paix qui ne s'impose que sur la base d'un champ de ruines. Et par conséquent, le problème n'est pas de bloquer la guerre en soi, le problème est de bloquer ces gouvernements fauteurs de guerre, destructeurs de l'humanité, et ceci nous renvoie non pas à un combat pacifiste abstrait, mais nous renvoie à la lutte de classe internationale, qui inclut le combat pour la paix, mais ne s'y limite pas. Il ne s'agit pas seulement de bloquer la guerre, mais pour bloquer la guerre, bloquer l'exploitation capitaliste. Il ne s'agit pas seulement d'arracher à la racine la marche à la guerre, mais d'arracher à la racine ce qui est à la racine de la racine, c'est-à-dire le système capitaliste fondé sur l'exploitation de la force de travail. Ce sont des questions que nous avons déjà abordées à de nombreuses reprises. Dans une déclaration du CORCI, le Comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, qui est publiée dans, je crois, l'avant-dernier numéro de la revue L'Internationale, c'est une déclaration qui date du 11 novembre, donc il y a plus de 3 mois, et au rythme où vont les événements, vous verrez qu'on avait d'une certaine manière anticipé. On écrivait la chose suivante. C'était juste après l'élection de Trump. L'élection de Trump modifiera-t-elle le degré d'engagement de l'impérialisme américain dans la guerre en Ukraine ? Quand bien même Trump passerait un accord temporaire avec Poutine, cela ne ferait que déplacer le centre de gravité de la guerre vers la Chine, parce qu'il y a un point sur lequel Biden et Trump sont d'accord. Il est impossible de préserver les intérêts du capitalisme américain en laissant subsister une économie chinoise toujours fondée à 80% sur la propriété d'État. Avec Trump, l'impérialisme américain a bien l'intention de ne plus s'embarrasser des engagements internationaux passés précédemment. Cela concerne l'ONU, l'Union européenne, mais cela concerne plus généralement tous les accords séparés avec les différents impérialismes, en particulier
ceux de l'Europe. L'élection de Trump accentuera la crise de tous les impérialismes concurrents sur le continent européen. Elle accentuera la guerre menée par chaque classe capitaliste d'Europe contre sa propre classe ouvrière. Des deux côtés de l'Atlantique et sur tous les continents, des centaines de millions, des milliards de travailleurs, de paysans, de jeunes sont confrontés à la guerre, à la marche à la guerre mondiale, à l'aggravation considérable de leurs conditions d'existence qui menacent leur survie. Il faut nous y préparer et nous préparer à la lutte de classe. Tel était ce que nous avions adopté le 11 novembre dernier. Alors, ces textes indiquent que, armés de la méthode du marxisme, il était possible, il est toujours possible, d'apprécier ce que va être la ligne de développement des événements. À vrai dire, cette tendance du capitalisme à s'orienter dans un sens de plus en plus mafieux, destructeur, décomposé, nous l'avons analysé depuis des décennies et des décennies. Le marxisme permet de comprendre la ligne de développement des événements. Pour autant, il n'y a pas une boule de cristal qui permet de deviner la forme que vont prendre les événements. Le marxisme permet de comprendre, par exemple, qu'arrivé à un certain stade de son développement, le capitalisme ne trouve plus, par ses propres ressources, les moyens de valoriser tous les capitaux disponibles. Le capitalisme souffre d'un excédent de capitaux qui n'arrive pas à se valoriser dans les conditions normales de la production de marchandises et de leur vente. Il lui faut donc trouver d'autres moyens, beaucoup plus brutaux, beaucoup plus en dehors des formes classiques de l'exploitation capitaliste, soit en prenant directement sur la force de travail des prolétaires, et quand vous entendez le ministre de l'économie français ce matin dire « il va falloir que les gens travaillent beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longtemps », si les travailleurs doivent travailler beaucoup plus longtemps, on va bien sûr prendre sur leur force de travail directement pour prélever du profit, ou bien en écrasant les impérialismes concurrents. Voilà pourquoi les bloquer, c'est bloquer cela. La guerre et le système social qui nourrit la guerre. Bloquer le capitalisme porteur de la guerre et les gouvernements porteurs de la guerre. Alors, qui le fera ? Camarades, dans ce qui se passe en ce moment, Dominique en a évoqué quelques-uns de ces événements, et nous tous, j'imagine, vous tous, quand vous ouvrez la radio ou la télé, vous entendez des choses qui vous laissent pantois. Aucun d'entre nous n'avait prévu que le Danemark serait au bord d'une guerre avec les États-Unis à propos du contrôle du Groenland, ou que Trump dirait aux Ukrainiens, vous devez nous rembourser 500 milliards de dollars, donc vous devez nous donner toutes vos ressources naturelles. Cette forme des événements, celui qui dit qu'il l'avait prévu est un menteur. Personne n'avait prévu que ça prendrait cette forme. Mais elle était inscrite dans la situation. Et je dis cela parce que ce qui est vrai pour hier est vrai pour demain. En apparence, depuis l'élection de Trump, le monde semble engagé dans une espèce de spirale que rien ne semble pouvoir arrêter, qui est la marche à la guerre, à la destruction généralisée, une espèce de folie générale. Ça, c'est l'apparence des choses. Mais entre ce qu'est l'apparence des choses aujourd'hui, ce que sera la réalité demain, vont intervenir toute une série de facteurs. Et parmi ces facteurs, il y en a un qui est le facteur déterminant, qui s'appelle la lutte de classe. C'est un facteur déterminant parce qu'au bout du compte, la capacité du système capitaliste à aller aussi loin que le voudrait un Trump ou pas, la capacité à affronter, par exemple, le peuple chinois ou pas, sa capacité, y compris de manière plus modeste, à détruire le système de retraite ou pas, ne dépend pas que de sa volonté, pas de ses seules intentions, ça ne dépend pas seulement des lois du capital, ça dépend aussi de sa capacité à le faire, de sa capacité à l'imposer à des centaines de millions et des milliards de travailleurs. Ça s'appelle la lutte de classe, et de ce point de vue, tout est ouvert. Et donc la question qui les bloquera n'est pas, une formule de style, c'est pas un vœu pieux, on aimerait bien que quelqu'un les bloque, non. C'est une certitude que la question sera posée et qu'elle sera tranchée. Alors personne ne peut dire comment, à quel rythme, sous quelle forme, mais sera tranchée sur l'arène de la lutte de classe internationale. Et si on voulait une preuve de ça, avant de passer à la suite, j'ai été frappé de constater que, bon, il y a eu ce rapport du
comment ça s'appelle, non, pas du corps, de la Cour des comptes. Le corps, maintenant, c'est plus à la mode. Hein, mais, excusez-moi, je vérifie quelque chose. Voilà. Il y a eu le rapport du corps, et de la Cour des comptes. Voilà, les camarades m'induisent en erreur. Je reprends. Il y a donc eu le rapport de la Cour des comptes, qui donc est très catégorique sur la gravité de la situation, et comme je n'avais pas eu le temps de lire complètement la presse, j'ai demandé aux camarades, mais finalement, que propose la Cour des comptes? Et les camarades m'ont dit, à ce stade, pas grand-chose. Il y a des pistes. Et la raison pour laquelle ils ne proposent pas grand-chose, c'est qu'ils disent, voilà, il y a en ce moment un conclave avec le gouvernement et les syndicats, et donc nous faisons confiance aux partenaires sociaux pour trouver les bonnes réponses. C'est-à-dire que la classe capitaliste dit, il faut détruire les retraites, mais enfin... On va éviter d'y aller tout seul, vous voyez ce que veut dire, sabre au clair, parce qu'on a vu ce que ça donnait en 2019, en 2023. Donc on voudrait d'abord s'assurer que les chefs syndicaux vont se mettre d'accord avec nous sur comment remettre en cause les retraites, et on fait confiance à leur sagesse, à leur bon sens. Donc, mais le fait qu'ils disent ça, c'est un aveu terrible. C'est un aveu que tout dépend de la lutte de classe. Tout dépend de la capacité à amener les dirigeants des organisations syndicales à accompagner la politique du gouvernement et non pas à la combattre. Alors, cette question du caractère central de la lutte de classe, ce n'est pas une question française. C'est une question qui est posée à l'échelle internationale. Et avant d'aller plus loin, je vais donner la parole à la camarade Dominique qui va... décidément, je suis fatigué. La camarade Camille qui va donner quelques informations toutes fraîches sur comment, même aux États-Unis, au cœur de la bête impérialiste, là où il y a tout ce déchaînement, on pourrait sembler que rien n'arrête Trump, eh bien, Trump et la classe capitaliste américaine, malgré la politique des dirigeants qui accompagnent cette politique là-bas comme ici, malgré tout cela, est confrontée à la résistance des travailleurs américains. Je vais revenir donc sur les mobilisations en cours aux États-Unis, des mobilisations de la classe ouvrière qui, par ailleurs, ne sont pas nouvelle, on en avait parlé dans les précédents vendredis marxistes, mais il y a une importante vague de grève aux États-Unis qui avait commencé avant que Trump arrive au pouvoir, qui avait commencé à l'été 2023 sous Biden, et qui se poursuit aujourd'hui et qui se renforce et qui, par ailleurs, prend le caractère de l'organisation contre la politique de Trump. Ça se traduit sur plusieurs aspects. Déjà, ce qu'on observe depuis un certain temps, c'est le renforcement important des syndicats dans la dernière période, qui marque le fait que les travailleurs américains se tournent vers les organisations syndicales, choisissent de s'organiser dans le mouvement ouvrier pour résister et pour combattre pour leurs revendications. Notamment par la création de nouveaux syndicats, parce que je rappelle, aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. Il y a tout un tas de législations et de réglementations qui fait que, ne serait-ce que pour créer un syndicat dans une boîte quelconque, ça demande tout un tas d'étapes et toute une bagarre législative à mener qui n'est pas facile. Mais de plus en plus, il y a des victoires qui sont arrachées par des travailleurs pour créer, ouvrir leur syndicat. Alors, je ne pourrais pas donner tous les exemples ici de syndicats qui sont créés. On en donne quelques-uns dans un des articles du dernier numéro de l'International. Donc j'invite les camarades qui veulent en savoir plus à se procurer auprès des militants trotskistes le dernier numéro. Mais pour donner un exemple, c'est notamment les travailleurs d'un magasin en Philadelphie qui s'appelle Whole Foods, qui le 27 janvier ont battu leur patron en faisant accepter la création de leur syndicat. Ce patron n'est autre que Jeff Bezos, le milliardaire patron d'Amazon. Ils ont arraché cette victoire 7 jours après l'arrivée au pouvoir de Trump, et donc peu de temps après que Jeff Bezos lui-même ait fini par faire prêter allégeance à Trump. Et dans ces victoires qui sont gagnées ici et là, il y a un effet de... Bon, ce n'est pas seulement des victoires locales, c'est des victoires d'ensemble pour la classe ouvrière américaine, d'autant plus que ça a un effet d'entraînement. Dans les travailleurs de Whole Foods, il y avait un des organisateurs qui racontait dans
dans un journal que si eux, ils avaient réussi à mener cette bagarre pour créer leur syndicat, c'est parce qu'ils avaient été inspirés par la bagarre qui avait été menée par les travailleurs de Starbucks eux-mêmes qui avaient créé leur syndicat, et que depuis qu'ils avaient arraché cette victoire, ils étaient contactés par un certain nombre de militants d'autres filiales partout dans le pays pour leur demander de l'aide pour appuyer eux-mêmes leur mobilisation pour créer leur syndicat. Et ça se traduit aussi par le fait qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui se syndiquent et une affluence qui prend un tout autre caractère dans les syndicats récemment. J'y reviendrai plus tard, mais donc vous avez sûrement entendu parler de toutes les attaques de Musk qui coupe à la tronçonneuse dans tous les services, le peu de services publics qu'il y a aux États-Unis et donc dans les agences fédérales. Eh bien, le principal syndicat des fonctionnaires fédéraux, qui est la FGE, a enregistré, notamment depuis toutes les annonces qui ont été faites de coupes dans les services publics, un nombre massif d'adhésions dans les syndicats. Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 8 000 nouvelles adhésions en janvier, 8 200 adhésions dans les 10 premiers jours de février. Et ces chiffres, on comprend leur signification quand on les met en rapport avec le fait qu'en 2024, ils avaient eu 7 400 nouveaux adhérents. Donc ça veut dire que le changement dans la situation a fait qu'ils ont été capables en 10 jours de gagner plus d'adhérents que sur toute l'année 2024, ce qui montre bien, que la classe ouvrière aux États-Unis est loin d'être défaite et que face aux attaques de Trump, les travailleurs décident de s'organiser et se tournent vers les organisations du mouvement ouvrier. Ça s'observe dans ce syndicat, mais il y a des tendances assez similaires qui s'observent dans d'autres organisations, dans d'autres secteurs de la classe ouvrière. Suite aux premières annonces de Trump, il y a eu des mobilisations et la classe ouvrière commence à s'organiser face aux attaques qui ont été annoncées. Un premier exemple que je prendrai, c'est suite à toutes les mesures anti-immigrés que Trump a prises. Je ne reviendrai pas dans le détail de tout ce qui a été fait, on en avait parlé, je crois, il y a 1 ou 2 vendredis marxistes, mais des mesures très violentes qui ont entraîné la mise en place de rafles d'immigrés par la police américaine. Mais il y a une mobilisation qui s'est tout de suite organisée dans les syndicats refusant la politique de division entre travailleurs américains et entre travailleurs immigrés, parce qu'évidemment, la question de l'immigration, ce n'est pas une question distincte des questions de la classe ouvrière, parce que les travailleurs immigrés font partie de la classe ouvrière, et donc les attaques contre les travailleurs immigrés concernent l'ensemble de la classe ouvrière, et c'est pour ça que la mobilisation s'est organisée. Les syndicats ont commencé à travailler pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient défendre leurs collègues immigrés. Il y a notamment cet exemple des enseignants de Chicago, où il y a un certain nombre d'immigrés, où il y a eu un certain nombre de rafles de police qui ont été organisées. Et les enseignants ont lancé un appel pour dire qu'ils refusaient de livrer leurs collègues et leurs élèves immigrés, et ils ont empêché, notamment à un moment la police, ils ont bloqué une école pour l'empêcher de rentrer dans une école. On a vu aussi le développement de manifestations, c'est en Californie, dans une ville où il y a un certain nombre de travailleurs immigrés agricoles qui sont présents. Il y a des lycées où les lycéens sont sortis dans la rue manifester en disant non aux rafles et nous demandant la protection de tous les ouvriers agricoles de la région. Donc c'est une mobilisation qui commence à se former sur cette question-là, mais pas que. Donc j'avais évoqué les attaques de Musk contre les agences fédérales américaines et le peu de services publics qu'il y a déjà aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a 2,3 millions d'employés fédéraux aujourd'hui aux États-Unis, et que le plan de Musk, c'est de couper le plus possible, de supprimer le plus de postes. Il a déjà réussi à pousser à la démission de plusieurs milliers dizaines de milliers de travailleurs dans ces services. Il y a un exemple qui est assez marquant, c'est celui de l'agence USAID, qui est une agence humanitaire. Alors, on sait que USAID, c'est une agence qui défend les intérêts de l'impérialisme américain à l'étranger.
On est clair là-dessus, mais néanmoins, décision de Musk, c'est de passer de l'agence, il y avait 10 000 agents dans cette agence, de passer à plus que 300 agents. Ça donne une idée des coupes massives et de la brutalité avec laquelle Musk s'en prend aux services fédéraux américains. Par ailleurs, quand il a décidé de faire cette coupe, il a qualifié USAID d'un nid de vipères marxistes. Donc là encore, je veux dire, on voit bien la logique qui est derrière et l'aspect lutte des classes et l'opposition de deux classes. Mais ces coupes, elles concernent aussi tout un tas de services. Le peu de services de santé qu'il y a aux États-Unis avec Medicaid et Medicare, qui sont aujourd'hui des services déjà extrêmement limités, mais qui, permettent quand même à un certain nombre d'ouvriers très pauvres d'avoir accès à un minimum de soins. On coupe là-dedans aussi, pareil dans les budgets de l'éducation nationale. Et là, il y a une mobilisation depuis cette semaine qui s'est mise en place. Alors, on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias en France. C'est nos correspondants aux États-Unis et nos camarades qui nous ont un peu tenus au courant là-dessus. Et il me semble qu'il y aura des éléments détaillés dans les prochaines pages internationales de la Tribune des travailleurs à ce sujet. Donc, pour ceux qui ici ne sont pas encore abonnés, pour être sûr d'avoir ces éléments, je vous conseille de le faire. Mais donc, il y a eu lundi des rassemblements dans au moins 100 villes aux États-Unis, des rassemblements très importants de travailleurs de ces services fédéraux, mais aussi de la population américaine en général, parce que c'est la défense des services publics qui sont descendus dans la rue. Il y a eu des manifestations et des regroupements qui étaient assez massifs, notamment ils étaient près de 1000 à Washington, sur des revendications sur la non-suppression de postes, des revendications sur les salaires, mais aussi en disant il faut que Musk s'en aille, on veut que Musk dégage. Et notamment nos correspondants sur place nous ont expliqué qu'à New York, il y a eu 3 manifestations dans la même journée, dont aussi une manifestation d'étudiants qui se sont joints aux travailleurs avec des mots d'ordre spécifiques, là cette fois-ci sur la question des universités, parce que là aussi, les universités américaines, elles reçoivent un certain nombre de fonds publics de l'État. Et ces rassemblements, il y en a eu d'autres dans la semaine. Mercredi, il y a eu aussi des journées d'action dans une dizaine de villes aux États-Unis. Donc une mobilisation qui commence à s'organiser et à laquelle sont présents les syndicats, notamment là, les 2 principaux syndicats des fonctionnaires d'État, la FGE et la FSCME. Donc on a une mobilisation qui je veux dire, se développe aux États-Unis et qui montre que la classe ouvrière, elle est présente et qu'elle elle n'est absolument pas défaite par l'arrivée de Trump au pouvoir, mais néanmoins, elle fait face à un certain nombre de limites dans cette mobilisation. Donc c'est un mouvement qui prend à la base, etc. Mais en attendant, les directions des organisations syndicales, je veux dire, la seule chose à ce stade et la seule perspective qu'elles ont proposée, c'est qu'elles ont intenté une action en justice contre Trump pour protester contre les coupes dans les services publics, une action qui a déjà échoué. Bon, ça va pas très loin et pour l'instant, il n'y a aucune perspective qui est apportée d'en haut pour ce mouvement qui essaye de s'organiser. Et puis l'autre problème aussi, c'est que les syndicats aujourd'hui sont toujours subordonnés aux partis politiques. Alors, il y a d'une part les syndicats et directions des syndicats, de certains syndicats qui, je veux dire, se sont ralliés à Trump. L'exemple le plus marquant, c'est celui de Sean Fein, qui était un ancien soutien de Kamala Harris, qui était supposé être le représentant de l'aile gauche de l'appareil syndical, qui a dit qu'il était prêt à travailler avec Trump. Mais ce n'est pas seulement le problème du ralliement de certains syndicats au Parti républicain, c'est aussi le fait que les syndicats sont toujours pour la plupart subordonnés au Parti démocrate. Et le problème, il n'est pas nouveau, il datait avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Et or, que fait aujourd'hui le Parti démocrate ? Au mieux, il laisse faire Trump, mais il va aussi jusqu'à accompagner sa politique, notamment sur les questions des attaques contre la fraction immigrée de la classe ouvrière. Il y a une loi qui a été passée par Trump pour étendre la détention obligatoire pour les immigrés accusés d'infractions mineures de vol.
et ça a été je veux dire, adopté avec les élus démocrates. Puis il laisse faire aussi, je veux dire, tout un tas d'autres choses et d'autres mesures qui sont mises en place par Trump. Et par ailleurs, il laisse faire parce que même si Trump, aujourd'hui, mène un certain nombre d'attaques avec, je veux dire, une très grande brutalité sans respecter aucun cadre jusque-là mis en place, sa politique, elle était déjà mise de manière moins brutale, mais elle était déjà mise en place par les démocrates. Je veux dire que ce soit les coupes dans les services publics, je veux dire Biden le faisait aussi avant Trump, que ce soit les attaques, je veux dire contre les immigrés, Biden le faisait aussi, hein, parce qu'on a beaucoup entendu parler des déclarations de Trump, par exemple sur Guantanamo, le fait d'y enfermer des détenus immigrés qui auraient été arrêtés. C'est, je veux dire, les prisons, il y a certaines sections de Guantanamo qui étaient déjà utilisées bien avant Trump, et notamment sous Biden. Donc, je veux dire, c'est le fait que les syndicats, et qu'un certain nombre de syndicats restent encore aujourd'hui subordonnés au Parti démocrate dans la situation actuelle, fait que ça rend plus difficile le combat pour la classe ouvrière américaine de rompre avec le Parti démocrate, de rompre avec tout ça pour réellement pouvoir, en toute indépendance, mener son combat contre les attaques de la classe capitaliste, ce qui pose, encore une fois, et ce qui continue de poser, le problème de la subordination des syndicats au Parti démocrate, le problème d'un véritable Labour Party et de la rupture de ces syndicats qui formeraient le Labour Party. Bien, alors camarades, il est clair que cette question de l'indépendance du mouvement ouvrier est au cœur de la réflexion sur la lutte contre la guerre. Et ce que Camille vient d'évoquer à propos des États-Unis a une portée plus générale. Un tout petit retour en arrière. Dominique a évoqué, ce qui est également cité dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs, cette incroyable décision prise en quelques minutes, sortant le budget de la défense des fameux 3% de déficit public du critère de Maastricht. Je rappelle ici, et je pense que beaucoup de camarades s'en souviennent, en tout cas les plus anciens, depuis 1992, ça fait donc 33 ans, que chaque fois qu'il y a une lutte quelconque pour les revendications dans un quelconque des pays adhérents à l'Union européenne, les travailleurs se voient toujours opposer le même argument. On ne peut pas, il n'y a pas les moyens, on est obligé de respecter les critères de Maastricht, on ne peut pas dépasser les 3% de déficit public, et au nom de ces 3% de déficit public indépassables, on a sacrifié l'avenir de millions de gosses dans l'Union européenne parce qu'il n'y avait pas de classe, il n'y avait pas de personnel pour s'occuper des enfants handicapés, parce qu'il n'y avait pas les enseignants adaptés. On a sacrifié la vie de millions de malades parce qu'il n'y avait pas les personnes nécessaires dans les hôpitaux. Tout ça au nom des critères de Maastricht. Et en l'espace de quelques heures, Trump a dit il faut les moyens pour la guerre. Van der Leyen dit bon, bah alors on sort les dépenses de défense des critères de Maastricht. Et par conséquent, comme on l'a dit dans la Tribune des Travailleurs, ou dans le tract, c'est open bar. Allez-y, autant que vous avez besoin, c'est plus un problème. La différence, il faut toujours avoir ce chiffre en tête. À l'heure actuelle, les dépenses de défense en France, c'est l'équivalent d'un peu plus de 2% du produit intérieur brut. Comme vous le savez, le produit intérieur brut de la France, c'est pour arrondir 3 000 milliards d'euros. Donc 2% de produit intérieur brut, c'est 60 milliards, ce qui est déjà beaucoup. Mais si vous passez à 5% du produit intérieur brut, ça passe à entre 150 et 180 milliards d'euros. C'est une toute autre dimension. C'est la moitié du budget du pays. Et ça a été décidé d'un claquement de doigts. Trump l'a demandé, l'Union européenne l'a exécuté, Macron et tous les autres l'exécutent, ça ne pose pas problème. Donc, ce sont bien des questions de lutte de classe qui sont posées. Et quand nous disons qui les bloquera, nous disons d'une certaine manière, rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance, rien n'est joué d'avance, rien n'est impossible, rien dans les deux sens. Trump et la classe capitaliste sont capables de nous entraîner dans une guerre généralisée, mondialisée, aux conséquences incalculables. Ce dont nous parlons ici, c'est l'existence même du genre humain et de son environnement. On comprend bien les conséquences d'une conflagration générale, et comme on a bien compris
qu'il y a d'un point de vue psychologique chez Trump et un certain nombre de gens qui l'entourent, pour le moins un dérèglement sérieux, hein. Ce n'est pas ce dérèglement qui explique le dérèglement général de la situation. Mais parfois, il y a des éléments incidents qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. C'est de ça dont nous parlons. Et quand on dit qu'il faut les bloquer, c'est cette issue dramatique qui est inscrite dans la situation qu'il faut bloquer. Mais il existe aussi une issue moins dramatique, celle par laquelle ils seront bloqués. Mais pour bloquer la guerre, il ne faut pas simplement préparer la paix. Pour bloquer la guerre, il faut préparer la révolution. Et c'est pourquoi la question de la lutte contre son propre gouvernement, contre ceux que Lénine appelait les social-chauvins. À l'époque, les social-chauvins, c'était les dirigeants sociodémocrates qui avaient dit qu'ils s'opposeraient à la guerre et qui, du jour au lendemain, sont devenus les plus grands partisans de la guerre. Les social-chauvins, aujourd'hui, ils sont de tous ordres, de gauche, de centre-gauche, d'extrême-gauche. Et je passe la parole au camarade Dominique pour nous en parler. Oui, camarade, lundi prochain, ce sera le 3e triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine, qui a commencé, comme vous le savez, par l'invasion russe de l'Ukraine, après toute une série de provocations de l'OTAN. Une guerre dont il est très difficile encore maintenant de faire le bilan exact, combien de centaines de milliers de morts ukrainiens et russes. J'invite tous les camarades, Camille l'a déjà fait, mais à se procurer le dernier numéro de la revue L'Internationale. Vous lirez avec intérêt la contribution d'un militant ukrainien qui n'est pas membre du Corki, qui raconte en particulier comment, de l'aveu même des dirigeants de l'état-major de l'armée ukrainienne, les dizaines et dizaines de milliers de jeunes hommes qui, dans la rue, dans les lieux publics, à la sortie des usines, sont raflés par les centres d'enrôlement militaire chaque jour en Ukraine, sont envoyés directement sur le front après une formation militaire avec beaucoup de guillemets extrêmement sommaire, et les officiers ukrainiens disent, ils le disent eux-mêmes, l'espérance de vie d'un de ces jeunes sur le front est entre 1 et 4 jours. Alors, les travailleurs n'oublieront pas que ce bain de sang qui dure depuis 3 ans a des responsables, évidemment le régime de Poutine, évidemment l'OTAN, évidemment tous les gouvernements impérialistes qui ont participé à cette guerre, à commencer par le nôtre, mais pas seulement. Il y a presque 3 ans, le 1er mars 2022, au Parlement européen, une résolution est adoptée à une très très large majorité par 637 voix pour, 26 abstentions et 13 voix contre. Résolution consacrée à la question de la guerre en Ukraine qui vient de commencer. Je cite quelques extraits de cette résolution, nous l'avons fait évidemment à l'époque dans la Tribune des travailleurs. Cette résolution, je cite, rappelle que l'OTAN constitue le fondement de la défense collective des États membres qui sont des alliés de l'OTAN, se félicite de l'unité entre l'Union européenne et l'OTAN, encourage le renforcement de la présence avancée rehaussée de l'OTAN, se prononce pour l'activation des forces de réaction de l'OTAN et de leur déploiement partiel. Elle se prononce, elle demande, je cite, une nouvelle fois aux États membres d'augmenter leurs dépenses en matière de défense. Dès l'année suivante, Macron augmentera de 40% la loi de programmation militaire à 413 milliards. Cette résolution soutient résolument la décision historique d'allouer des fonds supplémentaires importants destinés à approvisionner l'Ukraine en armes défensives. Qui a voté cette résolution? Parmi les eurodéputés français, quasiment tout le monde. Le Rassemblement national, dont Bardella, les Républicains, les Macronistes, Europe Écologie Les Verts, les eurodéputés du Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann de Place Publique et tous les eurodéputés de la France Insoumise, Manuel Bompard, Manon Aubry, etc., etc. Alors bon, vous allez me dire, on était 4 jours après l'invasion russe, peut-être que pris sous le coup de l'émotion, ils ont fait une erreur. Ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Non, non, c'était pas une erreur. 1 mois plus tard, le 7 avril 2022, ça recommence. À nouveau, l'union sacrée de tous les eurodéputés de droite, de gauche, d'extrême gauche au Parlement européen vote une nouvelle résolution qui, je cite, appelle à poursuivre et intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine et dit une chose encore pire, je trouve. Il dit que donc, les sanctions économiques, l'envoi des armes, etc., tout cela engendre des difficultés économiques et sociales inévitables dans l'ensemble de l'Union et de ses États membres.
Donc, c'est-à-dire, on vote le fait que, bon, bah, c'est les travailleurs de nos propres pays qui vont en subir les conséquences, mais c'est normal, il faut se l'avaler. À nouveau, qui vote pour? Toute la gauche, les eurodéputés du Parti socialiste, des Verts, de la France insoumise. Alors vous me direz, d'accord, et ceux du Parti communiste, il n'y a pas d'eurodéputés du Parti communiste français au Parlement européen depuis longtemps. En revanche, les députés à l'Assemblée nationale du Parti communiste français, le 30 novembre 2022, comme les autres députés de gauche, ont voté une résolution macroniste qui, je cite, excusez-moi, c'est écrit tout petit, dire que nous soutenons toujours les livraisons d'armes et les sanctions contre la Russie et nous demandons au gouvernement de les poursuivre. Et ça continue quasiment tous les mois, tous les 2 mois, une nouvelle résolution adoptée à une très très large majorité et par la quasi-totalité des eurodéputés de gauche. Le temps manque pour les citer toutes. D'ailleurs, Manon Aubry, qui est présidente du groupe au Parlement européen des députés qui s'appelle le groupe La Gauche, l'a dit elle-même il y a presque 1 an, le 17 mars 2024, elle a revendiqué « J'ai voté 32 résolutions de soutien à l'Ukraine au Parlement européen ». Alors, ce n'est pas des résolutions de soutien à l'Ukraine, vous avez compris, c'est des résolutions de soutien à l'OTAN, de soutien à l'industrie militaire, en particulier nord-américaine, qui n'a jamais fait autant de profit. 32 fois, ils ont voté pour ces résolutions, et ça, c'était en mars 2024. Donc, à mon avis, comme il y en a eu d'autres, on doit, à mon avis, approcher les 40. Alors, à leur décharge, ils ne sont pas les seuls. Hein. Au Congrès des États-Unis, le 20 avril dernier, de l'année dernière, les 2 soi-disant députés socialistes de la gauche du Parti démocrate des États-Unis ont elles aussi voté avec Biden les 60 milliards de dollars pour la guerre en Ukraine, les 8 milliards de dollars pour préparer la guerre contre la Chine. Et vous me direz, ça serait injuste de les oublier, à la Douma russe, à la Douma de Poutine, l'ensemble des députés du Parti communiste de la Fédération de Russie ont soutenu la guerre de Poutine, ont soutenu l'économie de guerre, ont soutenu toutes les décisions qui aboutissent à envoyer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes Russes dans ce bain de sang. Et je voudrais vous en citer la dernière, puisque le dirigeant de ce parti communiste, avec beaucoup de guillemets, le camarade Gennady Zyuganov, a réagi il y a une semaine au coup de fil entre Trump et Poutine. Et c'est ce que Daniel a dit, qui m'y a fait penser tout à l'heure. Il a dit, c'est extraordinaire, c'est formidable cette rencontre entre Trump et Poutine. Ça me rappelle la rencontre en 1943 entre Roosevelt et Staline, ce qui, dans la bouche du camarade Zyuganov, vous l'avez bien compris, est quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, des communistes qui se prosternent devant Poutine. C'est ce que Daniel a dit, c'est ce que nous avons appelé, en référence à ce que disait Lénine, le social-chauvinisme du XXIe siècle, et c'est précisément contre ça que nous organisons la rencontre internationale contre la guerre impérialiste, qui se réunira dans exactement 1 mois. On l'a compris, la lutte contre la guerre en cours, la lutte contre la guerre qui menace de se généraliser, la lutte contre la dérive, parce qu'il faut bien parler de dérive, vers le totalitarisme à l'échelle internationale, dans certains cas vers le fascisme. Vous avez vu qu'encore aujourd'hui, l'un des plus proches conseillers de Trump, le dénommé Bannon, s'est livré à une péroraison qu'il a conclue en faisant délibérément le salut fasciste devant le Congrès conservateur américain, à tel point, on aura tout vu, enfin, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises, que Jordan Bardella, qui était un invité français à ce congrès conservateur, l'a quitté ostensiblement en disant « Je ne peux pas accepter de rester dans une assemblée où des gens font le salut fasciste ». Que Bardella constitue une opposition antifasciste, entre guillemets, dans un congrès de Trump, nous donne une idée du centre de gravité politique de ces gens-là. Je ferme la parenthèse, mais ça nous donne une indication. Donc, les questions qui sont posées sont à la fois les questions de la marche à la guerre, qui peut, se généraliser à partir de l'Ukraine, qui peut se généraliser à partir de Gaza, qui peut se généraliser, bien sûr, à partir des préparatifs contre la Chine, et aussi de la dérive vers des régimes de plus en plus antidémocratiques, fascistes, fascisants, bonapartistes, corporatistes. Il y en a de toutes sortes de variétés. Et par conséquent, il est important, pour ce qui nous concerne, comme organisation qui nous réclamons
de la classe ouvrière, qui, en toutes circonstances, opposons les intérêts de la classe ouvrière à ceux de la classe capitaliste, il est important de définir ce que veut dire le combat contre la guerre, qui les bloquera, hein, cette question qu'on a posée. Pour nous, il y a un même enjeu qui est relié à combattre pour la réalisation de l'unité contre la guerre impérialiste, l'unité contre la marche au fascisme, au totalitarisme, ou à toutes les formes de dérives autoritaires, et à l'unité pour les revendications ouvrières. C'est une même question. Ce que nous appelons dans notre jargon hérité de la Troisième Internationale, le combat pour le front unique ouvrier. Le lien est très étroit. Camille parlait à propos des États-Unis, des étudiants qui manifestent à la fois pour leurs droits et puis contre la politique de Trump. Mais cette question est posée chez nous. Dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine, on fait référence au fait que donc Macron a pour projet de faire passer le budget militaire de 2 à 5% du PIB, on en a déjà parlé, et on se pose à nous-mêmes une question, enfin on connaît la réponse, il dit, l'éditorial pose la question suivante, puisque vous le savez, le budget militaire de la France, comme tous les pays d'Europe, consiste à 75% à acheter des armes américaines. Donc pour Trump, c'est tout bénéfice, c'est les Européens qui vont faire rayer l'ordre en Ukraine et en Russie, c'est les Européens qui vont payer. Trump, lui, va se payer sur la bête avec les 500 milliards qu'il compte voler au peuple ukrainien. Mais les Européens, eux, vont en plus acheter les armes américaines. Donc c'est très bon pour l'économie de guerre américaine. Et donc l'éditorial pose la question, les drones, les missiles et les autres équipements made in USA, avec quoi va-t-il les payer Macron, sinon avec nos retraites, nos écoles, notre sécu? Hein, il faut que nous apprenions à ce que ces choses-là sont totalement reliées. Et chaque économie, entre guillemets, réalisée sur les services publics dans ce pays sera mise au profit de l'économie de guerre. Macron l'a dit très clairement en ces termes ce matin. Donc les choses sont liées. Le combat contre cette guerre mondialisée qui menace tout le genre humain et son environnement, ou si on veut le poser autrement, la lutte pour sauver l'humanité est une lutte de classe. Et c'est là où il faut se confronter aux problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés, le principal d'entre eux étant la question de l'indépendance de la classe ouvrière et de ses organisations. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Ça fait presque 2 siècles, pour reprendre la formule de Marx, que la classe ouvrière s'est définitivement séparée de la bourgeoisie entre février et juin 1848. Sa dernière tentative en février 1848 de réaliser l'objectif démocratique d'une république égalitaire a été noyée dans le sang par la même bourgeoisie 3 mois plus tard, en juin 1848. De là, Marx a tiré comme conclusion, et le mouvement ouvrier en général a tiré comme conclusion, que la classe ouvrière, sa voie diverge nécessairement d'avec la bourgeoisie, que la bourgeoisie, pour maintenir sa domination de classe, sera tenue de remettre en cause les libertés démocratiques, d'imposer la dictature du capital par tous les moyens possibles, et que la classe ouvrière se doit de constituer ses propres partis, ses propres organisations. 1848, vous le savez sans doute, c'est l'année où est publié le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. C'est vraiment l'année charnière où la classe ouvrière revendique son indépendance politique. Et nous sommes en quelque sorte les héritiers de cela. Marx, dans un des textes qui accompagne la publication du manifeste du Parti communiste, dit finalement à quoi se résume le programme qui est le nôtre. Il se résume à une seule chose, arracher la propriété des moyens de production à ceux qui la possèdent, la classe capitaliste, et en faire la propriété commune, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production. La bourgeoisie a toujours cherché à empêcher la classe ouvrière à se constituer avec ses propres organisations. C'est très ancien. Ceux d'entre vous qui n'ont pas séché les cours d'histoire à l'école se rappellent qu'en 1791, en pleine Révolution française, la bourgeoisie a pris soin de faire adopter la loi Le Chapelier. Et la loi Le Chapelier interdisait les coalitions professionnelles, c'est-à-dire les syndicats de travailleurs. Et même quand au XIXe siècle se sont développées les grèves ouvrières, il a fallu attendre 1864 pour que soit reconnu le droit de grève et 1884 pour que soit reconnu le droit de constituer des organisations syndicales. La bourgeoisie craignait plus le syndicat comme forme d'organisation permanente de la classe ouvrière
que la grève épisodique, parce que la grève, on peut toujours la noyer dans le sang, le syndicat, une fois qu'il est constitué, c'est une institution ouvrière inscrite dans la société bourgeoise qui pose d'autres problèmes. Donc ça a toujours été un enjeu, toujours. Sous le régime de Vichy, la première préoccupation du régime de Vichy a été d'intégrer les syndicats à l'État, de dissoudre la vieille CGT et d'intégrer les syndicats dans un régime corporatiste. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, d'emblée, il dit « c'est terminé le régime des partis et des syndicats, je vais intégrer tout ça à l'État ». La lutte de classe l'en a empêché, enfin, l'a empêché partiellement, mais nous sommes dans une Ve République qui a pour vocation, en permanence, d'instaurer ce qu'on appelle le corporatisme, c'est-à-dire les syndicats intégrés à l'appareil d'État. C'est une marque de la Ve République. Il y a eu l'épisode de 1958, la grève générale de 63 a largement fait refluer ça. Mais en 69, De Gaulle a de nouveau essayé par un référendum d'intégrer les syndicats dans l'appareil d'État, dans ce qu'il appelait un Sénat économique et social. Il a été battu à ce référendum et du coup, il a quitté le pouvoir. Donc ces questions sont en permanence posées, celle de savoir si les travailleurs peuvent préserver l'indépendance de leurs organisations, donc se préserver comme classe indépendante, ou s'ils sont intégrés à l'État bourgeois. Et de ce point de vue, il est nécessaire de clarifier. Clarifier, dans l'invitation qu'on a faite à ce vendredi marxiste, on a mêlé la question de la lutte contre la guerre et la question des syndicats et de la charte d'Amiens. Des camarades se sont étonnés de cela en disant « mais est-ce que ce n'est pas une espèce de mélange bizarre ?» Je voudrais expliquer en quoi ce n'est pas un mélange bizarre et en quoi, au contraire, c'est d'une très grande actualité. Il y a un peu plus de 8 jours, presque 15 jours, à Paris, le 8 février, un colloque intitulé « Syndicalisme, que faire ?» Ce colloque était organisé par un institut qui s'appelle l'Institut La Boétie, qui est un institut qui a été mis en place par la France Insoumise. Et ce colloque était présidé par une femme qui s'appelle Clémence Guettet, qui est à la fois députée de la France Insoumise du Val-de-Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente de l'Institut La Boétie, et qui, par ailleurs, est chargée de coordonner l'élaboration du programme de Jean-Luc Mélenchon. Je donne ces titres pour dire que c'est donc quand on discute les positions de Clémence Guettet, ce n'est pas les positions individuelles d'une personnalité, ça représente quelque chose par rapport à ce courant politique. Qu'est-ce que, et ce que je dis là, tous les camarades peuvent le vérifier, puisque ce colloque est intégralement en ligne. Donc n'hésitez pas à aller le visionner si vous pensez que j'exagère de quelque manière que ce soit. D'abord, pourquoi poser le problème de la France insoumise? Parce que c'est la France, politiquement, c'est la force dominante à l'heure actuelle dans ce qu'on appelle la gauche, donc qui a une certaine influence en quelque sorte. Or, sur la question du syndicalisme, ce que développe cette Madame Clémence Guettet, c'est quelque chose qui ignore la lutte de classe, ignore l'existence de classes sociales. Son exposé évoque l'existence d'un bloc populaire opposé au bloc libéral. Bon, bloc populaire, c'est une définition sociologique un peu vague. Le bloc libéral, c'est une définition un peu idéologique. Il n'est pas question de classe sociale. Elle évoque la question des syndicats parce que, dit-elle, notre camp, je ne sais pas ce que c'est notre camp, doit se tenir aux côtés des syndicats. Il faut, dit-elle, elle inscrit son exposé dans le fait qu'il faut travailler à la victoire prochaine du bloc populaire. Je cite. Qu'est-ce que c'est que la victoire prochaine du bloc populaire? Est-ce que c'est une victoire électorale? Est-ce que c'est un changement de société? Est-ce qu'on change l'organisation sociale du pays? Cela n'est pas précisé, mais par contre, elle invite à imaginer le rôle des syndicats dans la victoire prochaine du bloc populaire. Donc les syndicats ont un rôle à jouer dans un ensemble qui n'est pas bien défini, qui s'appelle le bloc populaire et qui doit gagner. Quel est ce rôle? Alors elle fait un développement historique sur les syndicats dans lequel il y a, je ne veux pas être exagérément polémique, disons quelques approximations sur les positions de Marx, Lénine, etc. Mais j'en arrive à l'essentiel. Elle met en cause ce qu'elle appelle des conceptions théoriques vieilles d'un siècle ou deux, qui continuent à irriguer l'imaginaire collectif, dont découlent des principes d'organisation et d'action qui sont inchangés, y compris parfois jusqu'à l'absurde, puisque certains continuent d'invoquer la charte d'Amiens de 1906
pour refuser ce qu'elle appelle l'unité entre syndicats et partis politiques. Donc elle part en guerre contre la charte d'Amiens de 1906, et je vais y revenir dans un instant. Or, dit-elle, les syndicats ont porté un horizon de progrès social, et elle donne comme exemple le fait que la grève générale de mai 68 a abouti à ce que le SMIC soit augmenté de 35%. J'ouvre une parenthèse. C'est indiscutable que la grève générale a permis l'augmentation du SMIC, c'est certain. C'était le prix à payer pour la trahison de la grève générale. Le pouvoir de la bourgeoisie était brinque-ballant, vacillant, il tenait à un fil. Les appareils syndicaux et politiques de la gauche ont dit à De Gaulle, non, on ne veut pas du tout prendre le pouvoir, rester en place, mais il faut payer un certain prix. Donc il y a eu l'augmentation fédérale du SMIC. Très bien, que la bourgeoisie s'est empressée de reprendre dans les années qui ont suivi, en faisant jouer l'inflation, mécanisme classique. À aucun moment, Mme Guettet ne se pose le problème qu'en 68, ou avant, ou après, ou aujourd'hui, la classe ouvrière pourrait postuler au pouvoir. Cette question n'est pas posée. Le mieux que puisse faire une grève générale, c'est arracher une augmentation de salaire. Bon, cette position, elle est connue dans le mouvement. Vous voyez, c'est une position réformiste. On peut essayer d'arracher des réformes plus ou moins limitées, plus ou moins importantes, mais la question du pouvoir n'est pas posée. À aucun moment dans son exposé, on ne trouvera prise du pouvoir par la classe ouvrière, propriété privée des moyens de production, socialisation des moyens de production. Aucun de ces objectifs n'est présent sous cette formulation ou sous une autre. Et à partir de là, elle dessine ce qu'est le rôle des syndicats dans la victoire du Bloc populaire. Elle reproche aux syndicats de ne pas avoir soutenu suffisamment la France insoumise au Parlement. Bon, je ne vois pas pourquoi les syndicats devraient à tout prix soutenir la France insoumise. Et elle dit, bon, alors ce constat étant fait, les syndicats ne sont pas voués à disparaître. Bon, on est rassurés. Ou à être remplacés. Je crois leur rôle absolument central et indépassable. On a besoin des cheminots, des éboueurs, des fonctionnaires, des ingénieurs, un apport qui serait indispensable à notre camp pour gagner, mais aussi pour lui permettre d'appliquer son programme. Donc il y a un camp populaire, on a une vague idée de qui préside le camp populaire, qui va gagner, par exemple dans une élection présidentielle. Je ne veux pas donner de nom pour fâcher personne, enfin on peut imaginer qui gagnerait l'élection présidentielle. Et alors ce camp populaire, pour gagner, il a besoin des cheminots, des éboueurs, etc. Il a besoin des syndicats, et il aura besoin d'eux aussi pour appliquer son programme. Là, camarades, je vous demande de réfléchir. Le rôle des syndicats est d'appliquer le programme d'une coalition politique à laquelle ils n'appartiennent pas. Ils ont pour vocation d'appliquer ce programme. Alors, indépendamment du fait que Mme Guettet pense que ce programme est le bon, c'est son droit. Le problème n'est pas là. Est-ce que le rôle des syndicats est d'appliquer le programme politique, gouvernemental, d'une coalition à laquelle ils n'appartiennent pas, d'un programme auquel ils n'ont évidemment pas élaboré, pas collaboré, et qui plus est, d'un programme qui, d'aucune manière, ne pose le problème du pouvoir de la classe ouvrière? Il y a pour le moins un problème. Il faudra une implication, dit-elle, à tous les échelons territoriaux, national, local et de toutes les filières productives. Les syndicats ont un rôle à jouer. Donc attention, il faut que les syndicats s'intègrent à tous les niveaux dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement présidé par M. Mélenchon. Mais ce n'est pas le mandat des syndicats, camarades. Le mandat des syndicats, c'est défendre les revendications matérielles et morales des salariés, définies par les salariés eux-mêmes. Ce n'est pas d'appliquer ni le programme de M. Mélenchon, ni celui de la 4e internationale, ni que sais-je encore. C'est d'abord et avant tout d'appliquer le programme défini par les syndiqués eux-mêmes. C'est d'ailleurs un concentré de la question de l'indépendance de classe que de dire le syndicat appartient aux syndiqués. C'est-à-dire qu'il appartient à la classe ouvrière. Les syndicats sont un produit organique du mouvement de la classe ouvrière. On peut penser ce qu'on veut, et pour ma part, je n'en pense pas nécessairement beaucoup de bien, de l'orientation de Frédéric Souillot, de Sophie Binet, sans même parler des autres. Bon, ça c'est une question d'appréciation sur l'orientation des dirigeants des syndicats. Mais ça n'enlève rien au fait que le syndicat, c'est le syndicat. Et que les syndicats, notamment la CGT comme force ouvrière, issus de la vieille CGT, sont le produit de la manière dont nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, à un moment donné, se sont pris par la main, se sont confrontés au patron, ont élaboré les revendications collectives, se sont fait assassiner, se sont fait torturer, se sont fait emprisonner pour faire que la classe ouvrière ait ses propres institutions. Pas le bloc populaire.
La classe ouvrière, une classe sociale, qui oppose ses institutions à la classe capitaliste. Voilà pourquoi cette question nous préoccupe. Alors vous me direz, mais c'est quoi cette charte d'Amiens? Madame Guettet, elle dit, voilà, il y en a qui s'accrochent au fait que la charte d'Amiens, ça voudrait dire que les syndicats font jamais rien avec les partis. Dit-elle, c'est pas vrai. La charte d'Amiens, c'est pas ça, camarade. Si les syndicats décident à un moment donné qu'ils doivent agir en leur âme et conscience, ils pensent que sur telle ou telle question, il faut agir avec les partis, qu'ils le fassent. C'est pas ça la charte d'Amiens. Il y a une camarade qui a fait passer une question, ça veut dire quoi la charte d'Amiens? Franchement, elle est sur Internet, elle est très courte. Je ne sais pas où la lire en entier, mais la charte d'Amiens, c'est tout à fait autre chose. Elle dit ceci, la CGT groupe en dehors de toute école politique tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. C'est pas rien, ça, gars. La disparition du salariat et du patronat, ça veut dire l'élimination du capitalisme. Plus de patrons, et les travailleurs ne sont pas dépendants d'un salaire que le patron leur accorde pour une partie de la journée de travail, parce que le reste, il leur pique pour faire la plus-value. La socialisation des moyens de production. C'est ça le but du syndicalisme tel que la charte d'Amiens le définit. Madame Guettet n'en parle pas. Haro contre la charte d'Amiens et l'objectif d'abolition du salariat et du patronat. Est-ce que le Bloc populaire l'a inscrit à son programme? Dans les 8 pages de Madame Guettet, il n'en est pas question. La charte d'Amiens précise, le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe. À bas la charte d'Amiens, dit Madame Guettet. Mais la CGT dit vive la lutte de classe. Elle est où la lutte de classe dans l'exposé de Madame Guettet? Nulle part, le Bloc populaire, face au Bloc libéral. La lutte de classe qui oppose les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. La charte d'Amiens, c'est classe contre classe. Et elle précise, la charte d'Amiens, le syndicalisme poursuit cet effort tout en menant la besogne immédiate des revendications, etc. Mais par cette besogne immédiate sur les revendications, il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. C'est pas rien l'expropriation capitaliste, camarades. C'est autre chose que la victoire électorale du Bloc populaire. Hein. L'expropriation capitaliste. Alors, c'est évidemment, je vous passe sur d'autres aspects de la charte d'Amiens, c'est évidemment le droit de Madame Guettet de ne pas être d'accord avec la charte d'Amiens. Mais ne nous laissons pas abuser sur qu'est-ce qui la gêne dans la charte d'Amiens. C'est son contenu. Et n'importe quel travailleur, n'importe quel jeune peut aller vérifier le contenu de la charte d'Amiens, le comparer à l'exposé de Madame Guettet et voir que ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi cette question est importante? D'abord parce que la France insoumise, de gauche, radicale, très très bien, refuse obstinément de se situer sur le terrain de la lutte de classe. Donc, sur l'objectif de la socialisation des moyens de production, de l'expropriation du capitalisme. Et ça nous ramène à la question de la guerre. Quand Dominique nous rappelle les 32 votes de tous les eurodéputés de gauche pour la guerre en Ukraine, la guerre étant l'expression par lequel, le moyen par lequel la classe capitaliste cherche à préserver ses positions ou à en conquérir d'autres, ceux qui refusent de remettre en cause la domination de la classe capitaliste, ceux qui refusent l'objectif de l'abolition du salariat et du patronat, ceux qui refusent d'en finir avec l'expropriation capitaliste, sont amenés, dans le code de l'Union sacrée, à voter pour la guerre. Il y a un lien entre les choses. Ce sont des faits objectifs. Il est frappant de constater que un journal que beaucoup d'entre nous ont connu à une certaine époque, qui s'appelle Information ouvrière, fait circuler conjointement 2 interventions qui ont lieu dans ce colloque, l'intervention de Clémence Guettet et l'intervention d'Hubert Raguin, présenté comme ancien responsable Force ouvrière, en disant ces 2 interventions expriment notre position. Naguère, Hubert Raguin et les militants de ce courant, nous étions membres du même parti il y a un peu plus de 10 ans, nous avions en commun de défendre le principe de l'abolition du salariat et du patronat, de la définition en termes de classe et d'expropriation du capital. Bon, il faut noter que cette dérive est très grande. Alors, je voudrais conclure en soulignant l'importance de cette question. D'abord, l'importance de la clarification, parce que des fois on nous demande mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la France insoumise? On est sur un terrain de classe.
J'ai rien contre la France insoumise, j'ai rien contre les militants de la France insoumise, j'en connais beaucoup, et beaucoup sont des militants tout à fait respectables et valeureux, mais le programme défendu par Mme Guaité n'est pas le programme de l'indépendance de classe et de l'émancipation sociale du prolétariat. Nous, c'est notre programme. Alors, je voudrais conclure sur la question suivante. On est confronté, on le sait bien aujourd'hui dans ce pays, à une politique de division des uns et des autres. Quand le PS refuse de voter la censure de Bayrou, ben, c'est une manière de diviser à gauche. Quand la France insoumise dénonce le PS comme étant l'égal du Rassemblement national, c'est pour le moins une politique de division. Quand les syndicats ouvriers s'assoient à la table avec Bayrou pour savoir comment on va remettre en cause les retraites ouvrières, c'est aussi une politique de division. Donc, ces problèmes existent. Et en même temps, on sait bien qu'en bas, dans les entreprises, les travailleurs sont unis sur les revendications. Il y a en ce moment dans ce pays, camarades, une multitude de grèves, dans le public, dans le privé. Et il est frappant de constater que dans ces grèves, les travailleurs, quel que soit leur syndicat, sont unis sur les revendications. Il y a donc un fossé considérable entre l'unité en bas sur les revendications et puis la division qui se déchaîne en haut. Je ne suis pas sûr qu'elle suffise à sauver le soldat Bayrou, qui a l'air par ailleurs bien en difficulté. Mais il est clair que la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui est déjà une situation très difficile à supporter pour les travailleurs et les jeunes, risque fort dans les prochaines semaines, les prochains mois, de devenir intolérable. Essayez de réfléchir à ce que va représenter la politique dans ce gouvernement quand il va multiplier par 3 les coupes déjà annoncées dans les services publics qui sont déjà intolérables. Essayez d'imaginer les conséquences. On parlait des étudiants. Je lis dans la Tribune des travailleurs que les camarades étudiants sont dans des assemblées générales, ils se bagarrent pour leurs droits, etc. Ça va se heurter directement à la politique de guerre de Bayrou-Macron, et ça va être vrai pour toutes les revendications. Donc, dans cette situation, la question du combat combiné pour l'unité contre la guerre, contre l'exploitation, contre les gouvernements fauteurs de guerre, ne peut avoir d'autre objectif que, même si c'est peut-être pas immédiat, l'instauration d'un gouvernement de la classe ouvrière qui confisque les immenses richesses mises aujourd'hui à la disposition des spéculateurs, des capitalistes ou de la guerre, tout simplement, au service de la classe ouvrière. Ça exige la construction d'un parti ouvrier révolutionnaire, sa construction en France et à l'échelle internationale. Ça exige un combat pour l'unité internationale des travailleurs et des peuples, le rejet de toute forme de chauvinisme. C'est pourquoi il y a une conférence internationale contre la guerre et l'exploitation qui est soutenue aujourd'hui par des camarades de 46 pays, qui se réunira à Paris les 21, 22 et 22 mars, avec un meeting le 21, auquel tous les camarades sont invités à prendre la parole. Et c'est pas rien, hein, Dominique l'a dit, hein, mettre à une même tribune des camarades ukrainiens, des camarades russes, des camarades des États-Unis, des camarades chinois, des camarades palestiniens et peut-être des juifs israéliens antisionistes. C'est pas rien, c'est l'internationalisme ouvrier, camarades. C'est l'internationalisme ouvrier pour lequel on combat. La seule issue pour l'humanité, c'est l'internationale ouvrière. On va en entendre des folies. Hein. Macron a commencé, lui qui se présentait comme un type modéré, civilisé, nous dire cette folie, la Russie est une menace existentielle pour la France. Si Macron dit ça, je vous laisse imaginer ce que les Retailleau, les Bardella et d'autres vont dire sur ce qu'est la menace existentielle pour la France. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Et ça va être vrai dans tous les pays. Il faut être très attentif aux résultats des élections en Allemagne, parce que la manière dont l'impérialisme américain pousse en avant le parti nazi, bon, quel résultat ça aura. Donc les travailleurs vont être confrontés partout à cette situation. Contre ça, nous dressons le drapeau de l'internationale ouvrière. Il y a une seule classe ouvrière. Nous rejetons toutes les formes de division selon la couleur de la peau, la religion, la culture, la langue, la race, entre guillemets. Nous reconnaissons qu'une seule communauté, la communauté de la classe ouvrière. Et nous la reconnaissons dans la lutte contre toutes les oppressions et toutes les exploitations. C'est pourquoi, dans notre calendrier, je terminerai là-dessus, nous avons 2 dates extrêmement importantes. J'ai parlé de celle du 21 mars, ce meeting international, mais avant le 21 mars, il y a le 8 mars. Et il y a l'initiative, l'Assemblée
à l'initiative de la commission femmes travailleuses du Parti des travailleurs, qui relie le combat contre la double oppression et la double exploitation des femmes au combat d'ensemble contre l'exploitation de la classe ouvrière. Et là encore, c'est un facteur d'unité dans le combat. Alors, nous sommes entrés dans une situation éminemment complexe et difficile. Personne ne peut garantir la victoire, mais personne ne peut garantir la défaite. Il y a des gens, sans doute, à qui cela fait peur et qui vont se réfugier ailleurs. Pour notre part, nous disons, rien n'est écrit. Et en première comme en dernière analyse, le sort de la paix, le sort de la guerre, l'avenir de l'humanité se réglera dans l'arène de la lutte de classe internationale. Qui les bloquera? Les travailleurs du monde unis. Comment? Par la lutte de classe internationale. Comment s'y préparer? Par l'organisation. Oui, moi je voulais revenir sur un point qui a été soulevé dans l'exposé qui a été fait, celui qui est sur le combat contre la guerre, qui est le combat pour les revendications. Et ça a été mentionné justement, c'est vrai en ce moment d'une mobilisation qui s'engage dans les universités en ce moment. Bon, parce que voilà, le budget, justement, le budget de la question de la guerre, c'est une question très concrète, parce que comme il faut payer pour la guerre, bon, il faut prendre ailleurs. Dans le budget, il y a 1 milliard de moins dans l'enseignement supérieur, en particulier sur les facs. Moi, je suis étudiant à Nanterre, concrètement. Ils ont déjà voté ça. Ils nous ont coupé une partie du chauffage, alors qu'il fait déjà froid. Ils ont précarisé le personnel, etc. Ils ont coupé dans le ménage. Donc, concrètement, et ce que je dis là pour une fac, c'est vrai partout, dans toutes les facs. Et donc, depuis quelques semaines, la question de la mobilisation et la mobilisation s'est engagée dans les universités et en même temps, elle s'est confrontée à un certain nombre de problèmes. Mobilisation s'est engagée et on a vu, enfin moi j'ai vu en tout cas dans ma fac, je sais que c'est vrai ailleurs, une réelle unité, en tout cas une aspiration à l'unité qui s'est dégagée. Voilà, il y avait surtout des étudiants, mais vraiment les discussions étaient sur, on est étudiants, mais comment on va voir nos professeurs, comment on va voir les personnels dans nos universités, comment on organise la jonction étudiants, jeunes, profs, personnels pour la grève des universités. C'était vrai dans les assemblées générales, dans les facs, c'était vrai des rassemblements qui ont été organisés à Paris la semaine dernière, et ça c'est vraiment un sentiment et une aspiration qui se dégageait largement, et en même temps, c'est vrai qu'on est confronté dans ce mouvement-là à certains problèmes. Par exemple, je peux participer à une réunion interorganisation qui s'est tenue à l'échelle nationale. Bon, de l'autre côté, c'était un autre son de cloche. C'était chacun sa date. Il y avait 15 dates différentes. Certains donnaient leur propre calendrier politique. Il faudrait que le mouvement étudiant se cale, par exemple, sur la manifestation prévue par la France Insoumise le 22 mars. D'autres avançaient d'autres dates pour d'autres intérêts, etc. Et donc c'était de l'autre côté la division, et ça s'est traduit dans le fait que dans les assemblées générales étudiantes, il y avait la question, on nous appelle la même semaine à 2 mobilisations en même temps, et on nous dit d'un côté il faut que ce soit les jeunes d'un côté, puis les profs de l'autre, l'intersyndicale d'un côté, les jeunes de l'autre, et donc je pense que ça pose tout ce problème-là, qui a été évoqué justement dans l'exposé avant. Et donc justement, la tâche des militants révolutionnaires dans cette situation-là, c'est le combat justement pour l'unité des étudiants avec la classe ouvrière, pour le combat pour la revendication, et relier en permanence cette question des coupes budgétaires, des situations concrètes, avec le combat d'ensemble contre la guerre. Je pense qu'on a 1000 fois raison d'insister sur les conséquences pour les travailleurs en France du financement de la guerre partout. Et je pense qu'il faut continuer à le faire et marteler sur cette question. Je suis d'accord avec les camarades tout à l'heure qui disaient qu'on ne peut pas combattre la guerre en se contentant de combattre pour la paix. On ne peut le faire qu'en combattant contre l'exploitation capitaliste. Mais c'est vraiment ce qui nous caractérise. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont contre la guerre. Pour autant, ils ne sont pas contre l'exploitation capitaliste. Donc j'insiste sur cette question. Pourquoi? Parce que, je l'avais dit déjà au dernier vendredi marxiste, nous on a mené une campagne en Seine-Saint-Denis contre la fermeture de 3 crèches.
excusez-moi, hein, mais il y a un rapport direct entre la guerre qui est menée et le fait que les collectivités locales, de gauche en l'occurrence, relaient la politique du gouvernement et décident de fermer 3 crèches avec toutes les conséquences, non seulement pour les femmes qui travaillent, mais aussi pour les mères de famille. Et je crois que face à cette politique qu'il faut dénoncer, face à cette lutte de classe qu'il faut mettre en évidence, les femmes sont en première ligne, elles sont les premières victimes de cette politique. Guerre partout, c'est moins de crèches, c'est moins de classes dans les écoles, c'est moins de centres de santé, c'est moins d'AESH pour les élèves, c'est moins de centres de PMI, et la liste, je peux te l'allonger à l'infini. Je suis désolée, il y a un rapport direct entre les deux, et c'est la raison pour laquelle, justement, les femmes combattent contre cela. Alors, évidemment, vous connaissez ma conclusion. Aucun d'entre vous ne peut être absent au meeting du 8 mars. Je rappelle, 14h30, Palais des Glaces, samedi 8 mars. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, on va pouvoir conclure. Avant cela, rappeler, donc, parce que les camarades l'ont fait, mais ça vaut le coup de le rappeler une autre fois, les prochains rendez-vous sont le 8 mars à 14h30 au Palais des Glaces pour l'Assemblée publique femmes travailleuses, puis le vendredi 21 mars à 19h à l'Espace Charenton pour le meeting international contre la guerre et contre l'exploitation. Et j'en profite aussi, on ne l'a pas mentionné ici et c'est dans un peu plus longtemps, mais puisqu'il y a des jeunes dans la salle, vous trouverez à la sortie sur la table les bons d'inscription à la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui aura lieu du 25 au 28 août 2025, rencontre internationale qui se tient pour la 3e fois. L'année dernière, il y avait près de 90 participants de 10 pays différents. On sera encore plus nombreux et avec encore plus de pays cette année. Donc pour tous les jeunes qui sont dans la salle, je vous conseille de prendre votre bon et de le remplir dès maintenant pour être sûr de ne pas rater la rencontre.